Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de lancer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 €. Mais la riposte n'est pas terminée. Pour contrer l'offensive médiatique de l'extrême droite et continuer à vous proposer une information libre, indépendante et populaire, nous avons besoin de vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous aux médias ou rejoignez la campagne Riposte sur campagne.lemediatv.fr. Et maintenant, place à l'épisode 78 du récap, c'est parti. Paris hausse enfin un peu le ton. Pour la première fois, le Quai d'Orsay qualifie les violences des colons israéliens en Cisjordanie occupée d'actes de terrorisme. Un mot lourd, rarement utilisé, surtout par une puissance comme la France, pour désigner les exactions des colons. Expulsion illégale, vol de terre, harcèlement quotidien, saccage de villages, agressions armées, meurtres impunis. Ce que subissent les Palestiniens depuis des années a enfin un nom. Il était temps. Il aura malheureusement fallu la mort d'un homme, un de plus, celle du militant palestinien anti-occupation Odeh Mohamed Attalin, impliqué dans le documentaire oscarisé No Other Land. Il a été abattu lundi par un colon israélien dans la localité de Carmel, dans le sud de la Cisjordanie. C'est Yuval Abraham, un journaliste israélien et co-réalisateur du documentaire primé en mars dernier à Hollywood, qui a annoncé la mort de son ami. Dans un tweet, il écrit « Un colon israélien vient d'abattre Odeh Attalin, un militant remarquable qui nous a aidé à réaliser No Other Land ». À ces mots s'ajoute une vidéo où l'on voit un homme, vraisemblablement colon israélien, très agité et armé, mettant en joue les Palestiniens. Le journaliste ajoute que les habitants ont identifié Yinon Levy, sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis, comme le tireur. C'est lui dans la vidéo, tirant comme un fou. Au milieu des cris et des insultes, l'homme repousse violemment des habitants, puis ouvre le feu, d'abord en direction des personnes, puis en l'air, à au moins 2 reprises. Selon les témoins, c'est dans ce chaos qu'une balle a atteint Odeh Attalin en pleine poitrine. Âgé de 31 ans, père de 3 enfants, Odeh Attalin était enseignant dans son village. Il écrivait aussi pour plusieurs médias, mais c'est surtout son engagement militant qui faisait de lui une figure respectée et aimée au sein de sa communauté. Cet engagement s'est révélé aux yeux du monde dans le documentaire oscarisé. Le film témoigne, caméra à l'épaule, de la violence de la colonisation dans la région de Messafer Yatta, une zone que l'armée israélienne a déclarée militaire pour mieux expulser les habitants. On y suit le quotidien de quelques villageois résistants, parmi lesquels Odeh est une figure centrale de cette lutte pour rester sur leur terre. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film. 1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتي. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بده يكتب عن هدم عادي ولا اليهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وهدم بيه. إيش ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafer Yatta. אני קשור לפה כי הדברים האלה קורים בשבילי. بدك شيء يصير كل شيء بسرعة والله شيء مستمر لسنين. بدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافر يطا موجودة لسبب واحد. الناس بتوجد حياة لنفسها.
Les habitants du village, témoins de la scène, pointent sans détour la responsabilité du colon israélien Yinon Levy. La police israélienne, elle, se contente d'évoquer une enquête en cours après un incident. 4 membres de la famille d'Odeh Adalin ont été arrêtés, tandis que le principal suspect, lui, a simplement été assigné à résidence. Yinon Levy, 32 ans, n'est pas un inconnu. Il a fait partie des 4 colons israéliens sanctionnés en 2023 par l'Union européenne et les États-Unis. En février 2024, l'administration Biden accusé d'avoir mené des expéditions violentes contre des bédouins et des civils palestiniens pour les chasser de leurs terres, autour notamment de sa ferme, un avant-poste illégal installé depuis 2021. Mais ces sanctions n'ont duré qu'un temps. Il y a quelques mois, elles ont été levées par Donald Trump. Hier, l'armée israélienne a fait irruption dans la tente funéraire d'Odeh Adalin et a forcé les invités, comme les journalistes, à évacuer. Notre correspondante en Cisjordanie, Khadija Toufik, était sur place. Sur X, la journaliste écrit « L'armée nous a chassés, affirmant que le village est une zone militaire. Des coups de feu ont été tirés. » On regarde ces images. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que le deuil vraiment n'est pas respecté. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a des colons qui construisent justement des colonies juste ici. Les machines là que vous entendez appartiennent aux colons meurtriers Yinon Levy. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a un drapeau israélien qui a été hissé juste ici derrière moi. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile pour les Palestiniens d'Oum el-Khair, pour la famille d'Odeh Adalin de faire le deuil. L'avenir s'annonce plus sombre que jamais. Et vraiment, la situation ici est absolument inhumaine. Depuis 1967, Israël maintient un régime d'occupation, de colonisation et d'apartheid sur Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Depuis le 7 octobre 2023, la violence s'est intensifiée à une échelle inédite, comme en témoigne Bassel Adra, co-réalisateur de Northern. Ça fait 20 mois que la situation empire. Israël continue d'agir et il n'y a pas de réaction de la communauté internationale. Alors il continue d'attaquer, d'installer des colonies, des avant-postes militaires, de déplacer les Palestiniens. Au nord, ils brûlent les camps de réfugiés, détruisent des foyers, déplacent les gens. Ils créent une ferme sur une montagne, ils prennent tout le territoire autour et empêchent les gens de l'utiliser. Et même, ils déplacent de force les communautés palestiniennes en créant des colonies et des avant-postes aux alentours. Beaucoup de gens savent ce qui se passe à Masafer Yatta, même pour le génocide à Gaza. Mais les décideurs de la communauté internationale ne bougent pas, ne prennent aucune mesure pour arrêter ça. Les décideurs continuent d'être complices de ces crimes. Donc Israël n'arrête pas. À Gaza, les bombardements israéliens ont réduit des quartiers entiers en ruine et causé des dizaines de milliers de morts. En Cisjordanie, les attaques, les incursions militaires et les violences des colons se sont multipliées dans un climat d'impunité totale. Partout dans les territoires occupés, les Palestiniens subissent une répression généralisée, méthodique et sans frein. Rien qu'au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, les colons israéliens ont mené 860 attaques contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée, selon les données publiées par l'autorité palestinienne de résistance aux murs et aux colonies. Depuis le début de la guerre de Gaza, plus de 956 Palestiniens ont été tués et environ 7000 autres blessés en Cisjordanie. En parallèle, près de 16 400 arrestations ont été recensées. Rien que le mois dernier, l'ONU a recensé une centaine de Palestiniens blessés lors d'attaques menées par les colons israéliens. Colons souvent protégés ou laissés faire par l'armée israélienne avec l'aval tacite d'un gouvernement de plus en plus radicalisé. Ces violences systématiques restent presque toujours impunies, sans poursuite ou condamnation. Cette situation a été dénoncée lundi par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'un discours aux Nations Unies. Depuis quelques jours, la diplomatie française semble enfin durcir le ton, au moins dans ses déclarations vis-à-vis des exactions menées par Israël. On écoute le ministre. Dévastée par la guerre, Gaza est désormais un mouroir où les corps portent les stigmates de la famine et les esprits sont gangrénés par la terreur. Après tant de souffrances, comment envisager la paix?
menacés par l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, par la marche funeste des colons extrémistes qui, de colline en colline, arrachent les oliviers, brûlent les récoltes et chassent l'arme au poing des Palestiniens de chez eux, avec la complicité coupable des autorités israéliennes. Par le mitage croissant du territoire palestinien qui compromet la possibilité même qu'un État puisse le gouverner, alors que la Knesset a voté la semaine dernière en faveur de l'annexion totale de la Cisjordanie. Face au fait accompli, comment continuer d'espérer? De part et d'autre, les partisans du rejet sont en train de l'emporter. Ceux de la Palestine du Jourdain à la mer d'un côté, ceux du grand Israël de l'autre. Et la solution à deux États est en danger de mort. Elle s'apprête à céder place à l'affrontement perpétuel. À cela, la France ne peut en aucun cas se résoudre. Et nous ne pouvons plus attendre, car le temps joue contre la paix. Après 22 mois de tentatives infructueuses, il est illusoire d'espérer un cessez-le-feu pérenne sans dessiner une vision commune de l'après-guerre à Gaza, sans tracer un horizon politique, une alternative à l'état de guerre permanent. Dans la lignée d'Emmanuel Macron, qui a annoncé le 24 juillet la reconnaissance prochaine de l'État de Palestine par la France, prévue pour septembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réaffirmé cet engagement devant les Nations Unies. Pour y parvenir, seule une solution politique à deux États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes. C'est le sens des travaux des 8 groupes de travail constitués dans le cadre de cette conférence. Des propos inhabituellement fermes de la part du chef du Quai d'Orsay à destination du gouvernement israélien qui s'inscrivent dans la lignée du communiqué publié après la mort d'Odeh Adalin. La France y condamne avec la plus grande fermeté son meurtre ainsi que toutes les violences perpétrées par les colons extrémistes contre la population palestinienne. Des attaques qualifiées de terroristes et qui se multiplient à travers la Cisjordanie, souligne le ministère. La diplomatie française semble enfin se réveiller, certes, avec beaucoup de retard. Après des décennies d'occupation, d'apartheid et des milliers de morts, Paris peine encore à dépasser le stade de la posture symbolique, balisant son discours d'exigence qui affaiblissent la cause palestinienne plutôt que de la défendre pleinement. D'ailleurs, ces déclarations, aussi fortes soient-elles du point de vue de la communication, restent pour l'instant lettre morte. Car du côté du gouvernement Netanyahou, assuré du soutien inconditionnel de la Maison-Blanche, c'est une toute autre dynamique qui prévaut, celle de la course effrénée au Grand Israël. Depuis son accession au pouvoir, Benyamin Netanyahou promeut cet État fantasmé, fondé sur des frontières prétendument bibliques. Un prétexte divin donc, qui sert à justifier toutes les guerres coloniales d'Israël et l'annexion des territoires occupés, notamment en Cisjordanie. Le plus grand avantage de ce projet fou, il ne repose sur aucune réalité politique ou géographique contemporaine, ni sur des limites reconnues. Cela permet à Netanyahou de poursuivre sa fuite en avant nationaliste et belliqueuse, comme en témoigne son offensive récente au Liban, par exemple. À Tel Aviv, plusieurs responsables politiques affichent ouvertement leur volonté d'annexion de la Cisjordanie. En novembre dernier, le ministre des Finances Smotrich clamait 2025 l'année de la souveraineté en Judée-Samarie. Ce colon d'extrême droite choisit délibérément d'employer le nom biblique de Judée-Samarie pour parler de la Cisjordanie, affirmant ainsi un peu plus encore son agenda idéologique. Plus récemment, le ministre de la Défense, Israël Katz, a adressé un message clair à Emmanuel Macron et ses amis, je le cite, « Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien ». Un aveu brutal de mépris qui revient à balayer d'un revers de main la diplomatie française. D'autres ministres du Likoud, le parti de Netanyahou, ont également poussé ce mois-ci pour l'annexion totale de la Cisjordanie, juste avant la suspension des travaux parlementaires. Fin mai, les autorités israéliennes ont validé
validé la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, incluant des avant-postes déjà installés illégalement par des colons. Israel Katz a salué cette décision historique, je le cite, ignorant les rappels constants de l'ONU sur l'illégalité de ces constructions au regard du droit international. Parallèlement, Israël lance un vaste programme de cadastrage dans la zone C, qui représente plus de 60% du territoire palestinien, avec pour objectif de déclarer des dizaines de milliers de dunams comme terres publiques, excluant ainsi les Palestiniens. Mercredi 23 juillet, plus de 70 députés ont voté un appel au gouvernement pour annexer la Cisjordanie occupée. Leur but, clair et assumé, est de retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien, je les cite. Avec 71 voix contre 13, la Knesset, le Parlement israélien, a ainsi validé le projet messianique du gouvernement Netanyahou, obsédé par la prétendue, je cite, « légitimité naturelle, historique et juridique d'Israël sur ce territoire palestinien ». La colonisation avance donc à marche forcée. En 6 mois, près de 20 000 nouveaux logements ont été approuvés, un record historique. Les colons s'installent de plus en plus près des terres palestiniennes, multipliant les avant-postes qui contrôlent désormais près de 14% de la Cisjordanie, souvent au prix d'expulsions forcées et de violences croissantes. Cette expansion se fait avec le soutien actif du gouvernement israélien qui finance ces avant-postes et leur sécurité, tandis que des attaques de colons contre les Palestiniens explosent. En juin, 3 Palestiniens ont été blessés chaque jour en moyenne, un niveau jamais vu en 20 ans. Sur place, 3 millions de Palestiniens cohabitent avec près d'un demi-million de colons israéliens. L'attaque sanglante d'un village à l'est de Ramallah fin juin illustre cette réalité. Des dizaines de colons et de soldats israéliens ont incendié des maisons et tué 3 Palestiniens, dont un a été abattu alors qu'il évacuait sa famille. Des milliers de Palestiniens sont forcés de quitter leurs terres sous pression des colons et des démolitions israéliennes, avec des déplacements massifs inédits depuis 1967. Des villages entiers sont rasés pour faire place à des zones militaires, laissant des centaines de familles sans abri dans des conditions précaires. La semaine dernière, nous avions publié un reportage de notre correspondante Khadija Toufik qui illustre le quotidien des Palestiniens harcelés quotidiennement par les colons israéliens en Cisjordanie occupée. Il est retrouvé en intégralité sur notre chaîne YouTube. L'opération Mur de Fer, lancée début 2025 dans le nord de la Cisjordanie, a provoqué le plus grand exode depuis plus de 50 ans, avec près de 40 000 Palestiniens déplacés. Ce contexte, renforcé par le soutien sans faille des États-Unis à Israël, offre à Israël un boulevard pour poursuivre son expansion illégale, sans crainte de réelles sanctions internationales. Face à l'offensive israélienne et aux moyens massifs déployés pour étendre la colonisation, les Palestiniens résistent comme ils peuvent. Un article de Slate publié hier met en lumière comment l'agriculture devient un levier pour contrer cette spoliation. Ils développent une agroécologie fondée sur des savoir-faire ancestraux malgré les lourdes restrictions imposées par l'occupation. Planter des oliviers, entretenir les terres, creuser des puits, ces gestes aussi simples en apparence se transforment finalement en véritables barricades à la fois symboliques et tangibles. La lutte pour la terre est au cœur d'une stratégie visant à préserver la présence palestinienne sur le territoire face à la fragmentation, aux colonies et aux pressions économiques. Dans ce contexte, revenir à la terre est un acte politique, un refus de disparaître. Mais cette lutte est profondément inégale et ça ne risque pas de s'arranger si, comme on l'a détaillé précédemment, Paris durcit le ton diplomatique et relance au plaidoyer en faveur d'une solution à 2 États, la reconnaissance de la Palestine se fera sous condition, a dit Macron, celle d'une Palestine démilitarisée pour le citer. Le média Frustration vient de publier sur son site un article qui revient en détail sur cette notion. Exiger que la Palestine soit démilitarisée face à Israël, dotée d'une armée ultramoderne, nucléaire et en pleine expansion, c'est tout simplement priver les Palestiniens de leur unique moyen de résistance, de leur droit à la souveraineté et à l'autodéfense. Sous les discours lénifiants de paix et de stabilité, cette injonction masque en réalité un choix clair, celui de perpétuer le statu quo colonial et d'enterrer toute possibilité de justice pour un peuple opprimé depuis des décennies. La reconnaissance promise par Paris, conditionnée à ce désarmement et à la reconnaissance pleine et entière d'Israël, ne relève pas d'une avancée diplomatique réelle, mais d'une opération cynique de maintien de l'ordre colonial. C'est une reconnaissance en trompe-l'œil qui légitime dans l'ombre la domination israélienne, tout en officialisant un apartheid qui se prolonge aujourd'hui sous nos yeux. Une mascarade politique qui, loin d'apporter la paix, scelle l'impuissance d'un peuple et la perpétuation de son exil intérieur.
Cette double posture de la France, des paroles fortes à destination de l'opinion publique d'un côté, mais des actes délibérément restreints de l'autre, n'est pas le fruit de la naïveté, mais bien d'un calcul politique assumé. En entretenant cette hypocrisie, Paris contribue activement à perpétuer l'injustice, bloquant toute avancée véritable vers la souveraineté palestinienne. Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie délibérée. Tant que la communauté internationale, et la France en particulier, ne sortiront pas de cette posture de façade pour agir avec cohérence et justice, le cycle infernal des violences et des injustices continuera sans fin. Le véritable enjeu est clair, reconnaître la Palestine, non pas à condition d'un désarmement ou de concession, mais comme un État souverain capable de protéger son peuple, ses terres et son avenir. Faute de quoi, la soi-disant paix ne sera qu'un leurre construit sur le sacrifice de l'exil et de la dépossession. On continue avec l'actualité internationale, à Gaza cette fois, où la France a annoncé le largage de 40 tonnes d'aide humanitaire. 40 tonnes d'aide seront larguées à Gaza par la France à partir de vendredi en coopération avec les autorités jordaniennes. 4 largages de 10 tonnes chacun sont prévus, alors que 52 tonnes de frais humanitaires français sont encore bloqués en Égypte par Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza. L'Union européenne s'est réunie aujourd'hui à Bruxelles pour envisager des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement d'Israël tant que ce dernier n'aura pas répondu aux exigences qui ont été exprimées depuis des mois maintenant par l'Union européenne. L'ouverture des accès de l'aide humanitaire, le versement des 2 milliards d'euros qui sont dus par le gouvernement israélien à l'autorité palestinienne, l'abandon des projets funestes de colonisation. Hier, le Royaume-Uni a emboîté le pas à la France en annonçant qu'il reconnaîtra la Palestine si aucun cessez-le-feu n'est acté d'ici septembre. On passe au Pacifique en alerte tsunami après le puissant séisme qui a frappé la Russie. Un séisme de magnitude 8,8 s'est produit cette nuit au large des côtes nord-est de la Russie, le plus gros depuis 1952. Des vagues ont commencé à frapper les côtes russes et japonaises, sans blessés pour le moment. Le risque pousse Hawaï, l'Équateur, la Polynésie française et toute la région à l'extrême vigilance. Le phénomène pourrait se propager sur l'ensemble des îles, donc attendez-vous à des vagues partout, si le tsunami se confirme comme prévu. On parle d'environ 1 mètre de haut, c'est vrai, mais une vague de ce type peut déplacer les voitures, arracher les clôtures, déraciner des arbres. C'est pourquoi il ne faut absolument pas être dehors, l'impact est rapide, et toute structure projetée pourrait tuer quelqu'un. Des évacuations sont en cours un peu partout, et des bouchons se sont créés dans la panique. Du côté de la Polynésie française, des vagues de 1 à 4 mètres de haut sont attendues sur les îles Marquises. On termine en France avec le Rassemblement national. Une plainte contre X a été déposée pour détournement de biens publics. L'association AC Anticorruption porte plainte contre X pour détournement de biens publics et dénonce un système de financement occulte du RN. L'association envisage de se constituer partie civile dans les enquêtes visant le parti pour pouvoir faire entendre, je cite, la voix des citoyens. Il y a des milliardaires comme Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin qui ont un objectif, voir arriver l'extrême droite au pouvoir. Ils utilisent tous les moyens légaux et illégaux pour y parvenir, toutes les sources d'influence qu'ils peuvent. Il y a un moment donné où la loi doit dire non lorsqu'elle le peut, a expliqué l'avocat de l'association, Jérôme Carsanti. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Recap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte si vous le pouvez sur campagne.lemediatv.fr. Et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.